Merci tout le monde, merci à vous, effectivement c'est quand même très très émouvant de voir une salle aussi pleine un dimanche matin, mais bien entendu la présence de M. Chaplin, Eugène Chaplin, n'y est pas pour rien. Merci à vous aussi. Alors je vais juste dire ça va être assez gonflé parce que je vais être obligé de dire quelques mots sur Charlie Chaplin en présence de M. Eugène Chaplin, donc vous n'hésiterez pas bien entendu à me reprendre ou à critiquer si jamais je dis des énormes bêtises. Pas de problème. C'est gentil, merci de votre confiance. Alors bon, vous connaissez bien entendu, Chaplin, c'est l'icône du cinéma mondial. C'est le plus connu de tous, et ce personnage de Charlot est le personnage de cinéma le plus connu au monde. Alors François Aimé, qui est le co-réalisateur du merveilleux documentaire Chaplin, le génie de la liberté avec Yves Geland, dit de Chaplin que c'est le Mozart du cinéma. Moi j'irais même plus loin en disant que c'est carrément le Léonard de Vinci du cinéma, parce que donc il était bien entendu acteur, réalisateur, mais il était aussi compositeur des musiques de ses films, il était producteur, il était chorégraphe, et pour ne rien gâcher, il était aussi quand même un formidable homme d'affaires. Donc il a créé ce personnage de Charlot, qui est l'icône du burlesque, mais ce qui fait la richesse et la réussite de Charlot, c'est qu'il n'est pas que burlesque par rapport à des Buster extraordinaires, Laurel et Hardy, etc., etc. Mais il y a dans le personnage du vagabond, puisque nous sommes les seuls en France à l'appeler Charlot, dans ce personnage du Trump, attention à la prononciation, Trump, le vagabond, il y a une profondeur, et au fil de la filmographie, il y a une étude de caractère, du sentiment, de l'émotion, et aussi du politique et du social, bien entendu, dans tous les films de Charlie Chaplin. C'est très bien dit dans ce documentaire de François Aimé et de Yves Geland. Donc il va créer ce personnage de Charlot qui est absolument iconique. Quelques mots sur la vie de Chaplin, parce que c'est important. Il est né en 1889. Ça sera très important pour le traitement d'un film de dictateur, parce qu'il est né à 4 jours près d'Hitler. Et donc ça sera un élément aussi important dans sa relation à cet autre personnage à moustache quand il fera le dictateur. Donc il est né dans dont ses parents sont artistes de music-hall, pauvres. Son père est alcoolique et mourra très très jeune et s'en occupera très très peu de lui et de son demi-frère Sidney, qui va l'accompagner pendant toute sa vie. Et sa mère a des problèmes psychiatriques et sera internée assez souvent. Et donc les enfants Chaplin, donc Charlie, va passer beaucoup de temps dans la misère à Londres. On est en 1890, donc vous imaginez, c'est Dickens. Et donc il fera des allers-retours entre des orphelinats, des internats, des maisons pour indigents, etc., etc. Et ce qui va les sauver, mais le sauver lui, c'est la scène. Il va suivre sa mère dans ses tournées. Et dès l'âge de 10 ans, il est engagé dans une troupe de jeunes danseurs de claquettes où il se fait remarquer. Et petit à petit, grâce à son talent, il va progresser. Et donc, à la fin de cette période-là, il va être engagé dans une troupe qui s'appelle la troupe de Fred Carnot, qui est la plus grosse troupe de music-hall d'Angleterre à ce moment-là. Ils vont partir aux États-Unis, première tournée, ils reviennent en Angleterre. Et là, Chaplin est totalement désespéré parce qu'il a l'impression vraiment de revenir en arrière. Il a découvert les États-Unis. Et heureusement, ils repartent deuxième tournée. Et à ce moment-là, il est remarqué par Mack Sennett, qui à l'époque était un comique et un burlesque très connu. Et donc, qui commence à l'engager. Chaplin ne connaît strictement rien au cinéma, mais il va tout de suite choper le truc de la caméra. Et donc, on verra qu'il y a un petit film sans intérêt, à l'époque, qui s'appelle Charlot est content de lui, où le prétexte, c'est qu'il va s'imposer au tournage d'un reportage sur une course de voiture, et il va s'imposer à la caméra, alors qu'il n'a rien à faire là. Et donc, l'historique, la mythologie de Charlot, dit que, voilà, à ce moment-là, Charlot s'est emparé du cadre, s'est emparé du cinéma, et donc s'est emparé du monde. Parce que tous les ans, il va progresser de société de production en société de production, en se faisant payer de plus en plus cher, avec des contrats de plus en plus riches pour lui, parce qu'il est sûr de son talent, parce qu'il sait ce qu'il fait. Et à ce moment-là, dans la fin des années 1910, c'est la personne la plus connue au monde. Charlot
est le personnage le plus regardé au monde, et c'est pas sans intérêt, bien entendu. Troisième long métrage, il a été inspiré par une histoire qui s'était passée, c'est l'expédition d'honneur en 1846 dans la Sierra Nevada, où ils se sont perdus, des chercheurs dehors se sont perdus, et puis ils sont morts, ils ont été obligés de manger leurs chaussures et de se manger entre eux une fois qu'ils étaient morts, etc. etc. Donc il commence à s'installer en Sierra Nevada, il tourne quelques plans, ça lui va pas, et donc il va construire des décors dans ses studios à Los Angeles en recréant des montagnes, de la neige, etc., etc. Enfin un truc absolument incroyable. C'est un film iconique, vous le verrez, c'est une merveilleuse reprise, restauration, on va en reparler un petit peu. Il y a des scènes mythiques, bien entendu, la cabane qui bascule, mais il y a aussi la scène où ils mangent leurs chaussures, c'était de la réglisse, plusieurs dizaines de prises, et donc Max Swain et Charlie Chaplin, les deux, seront extrêmement malades à force de bouffer de la réglisse. Ce sont des problèmes gastriques absolument incroyables. Et il y a surtout la scène, bien entendu, de la danse des petits pains, qui est mythologique dans le cinéma, et à tel point que, quand le film est sorti, dans certaines salles, on faisait arrêter la pellicule, on revenait en arrière pour repasser la scène de la danse des petits pains. Voilà. Donc ce film est étonnant parce qu'il l'a tourné en 1925, en muet, avec des cartons, des intertitres, et qu'en 1942, il va retravailler ce film-là, en enlevant les cartons, en y mettant une voix de commentaire, une voix off, et dans laquelle il doublera lui-même certains dialogues, certains personnages. Donc, ce que nous allons voir là, c'est une merveilleuse restauration qui est sortie à l'occasion l'année dernière des 100 ans de ce film-là, où il y a un mélange des deux versions. Et donc, je me tourne enfin, excusez-moi d'avoir été aussi long, en face de M. Chaplin pour lui demander, est-ce que vous savez pourquoi, les raisons profondes pour lesquelles votre père a, ce qui est quand même rarissime dans l'histoire du cinéma, voulu présenter une deuxième version aussi différente de la première en 1942. Je pense que le temps a passé, il a voulu utiliser les technologies qu'il y avait à l'époque pour le son. Et voilà. Surtout, c'est qu'il a changé la scène de fin. Dans le film muet, la scène de fin se termine par un baiser. Et là, plusieurs années plus tard, il a décidé qu'il n'aimait pas ça. Il a coupé la scène de fin. Mais... Et les deux personnages montent en se tenant la main sur un escalier, sur un bateau, etc. Tout le monde dit que l'original est mieux, je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à suivre l'idée de mon père, s'il pensait que c'était mieux avec le commentaire et ainsi de suite, pourquoi pas. Est-ce que je pose des questions crûment, est-ce que les problèmes politiques et les attaques sur ses problèmes sentimentaux et tout ça, peut-être peuvent rentrer là-dedans, dans le fait qu'il n'a pas voulu garder cette scène du baiser, qui est une superbe scène de baiser très appuyée, mais qui à l'époque, effectivement, pouvait poser des problèmes Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que l'aimait à l'époque et plus maintenant. Bien sûr. Chaplin, le papa, l'autre, disait que La rue est vers l'or, il disait ça vers la fin de sa vie, c'était le film pour lequel il aimerait qu'on garde une mémoire de lui. Quel est, vous, votre film préféré de Charlie Chaplin, si vous en avez un? Oui, c'est difficile. Bon, à mon avis, Les Lumières de la ville, c'est quand même le film le mieux fait. C'est la plus belle musique, c'est la pantomime de toute grande classe et pleine d'émotions. Ouais, très modestement, je suis d'accord, c'est effectivement le film sans doute le plus équilibré de Chaplin entre la pantomime et la profondeur, l'émotion, etc., etc. Est-ce que vous pourriez nous dire, donc, vous aviez 25 ans quand votre papa est parti, comment se passait la vie avec lui, avec Charlie Chaplin, travaillant, puisque c'était un travailleur
incroyable, il passait son temps à travailler. Comment était la vie des enfants dans ce manoir de Ban, sur lequel vous avez d'ailleurs écrit un livre, Le manoir voilà. de mon père, etc. Enfant, viviez-vous cette relation avec Charlie Chaplin, le réalisateur, et votre père, donc dans ce manoir? La vie à la maison était très organisée, par ma mère, bien sûr. Et pendant que nous Una O'Neill, qui était la fille du dramaturge Eugène O'Neill. Et elle profitait pendant que nous étions à l'école, puis on restait à manger à midi à l'école, etc. Mon père travaillait pendant ce temps-là à la maison parce qu'il détestait le bruit. Il fallait que la maison soit très calme. Et ma mère faisait tout. Et ça se passe comme ça. Mais le soir, on revenait vers 16h. À 17h, à 19h, on mangeait tous ensemble. Et c'est là qu'ils nous posaient des questions. Comment ça va à l'école? Qu'est-ce qui se passe, etc. C'était un papa normal. C'était un papa normal, avec une vie organisée. Voilà. Et alors, est-ce que le fait qu'il est, dans cette seconde partie de vie, il a moins fait de cinéma et beaucoup plus de musique, est-ce que ça a eu une influence, vous, sur votre choix de vie, de carrière, vos envies, etc., etc. Oui, bien sûr, il y a toujours une influence. Quand il est arrivé en Suisse, il avait fait tous ses films déjà, et il avait décidé de les resonoriser, pas de les resonoriser, de les sonoriser, voilà. Et il composait de la musique. Je me rappelle qu'on était au salon, ma mère était au projecteur, parce qu'il n'y avait pas de vidéo à l'époque. C'était un projecteur 16 mm, on avait le film en muet. Puis il disait, allez, passe-moi telle scène. Alors, il fallait mettre le film, puis ma mère trouvait la scène qu'il fallait. Puis il se mettait à jouer au piano et il composait. Parce qu'il ne savait pas, écrire la musique, il la composait. Et au début, il y avait beaucoup de bruit, puis tout d'un coup, une mélodie se dégageait. Et quand il avait bien maîtrisé ce qu'il voulait, il y avait un arrangeur qui venait, qui prenait des notes et arrangeait la musique. D'accord. Du coup, puisqu'il y a véritablement ces deux périodes dans la vie de Chaplin, comment avait-il vécu, comment vivait-il cet exil, et quel était son sentiment, peut-être ressentiment vis-à-vis des États-Unis, ce pays qu'il avait accueilli au début, pour lequel il avait beaucoup donné, quand même, parce qu'il avait fait travailler des milliers et des milliers de personnes pendant des années, etc., et qu'il l'avait proprement chassé. Bon, bien sûr, il était très amer à cause de cet événement, mais il n'a pas vécu ça comme un exil, parce qu'il était en Suisse, il a retrouvé au fond la vie qu'il voulait toujours avoir, une vie tranquille. Et c'est vrai qu'en Suisse, il était intégré, il descendait en ville à pied pour acheter son journal. Puis en Suisse, les gens sont très très timides. Alors, quand il passait, les gens s'étiraient, le regardaient de loin. Alors, il a eu une vie qu'il a toujours voulu avoir. Son dentiste était le dentiste du village, son médecin était le médecin du village. Nous, on est allé à l'école du village, on a commencé là, puis après on s'est dirigé vers des écoles privées. On a eu une vie tout à fait normale, quoi. Incroyable. Charlie Chaplin, une vie normale. Oui, mais pour moi, c'était un père. Hein. C'était un père. Et Charlot, c'est presque quelqu'un d'autre. Et alors justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que grandissant, vous, enfant, puis ado, puis jeune adulte, comment petit à petit vous êtes rendu compte de l'importance de ce papa, à l'extérieur donc de ce papa, puisque à la maison c'était papa, votre papa, mais à l'extérieur, l'importance de cette personne dans le cinéma mondial, etc. Comment vous avez pris conscience de ça et comment vous l'avez vécu Bon, on le savait toujours, mais on se rend compte, c'est maintenant que je me rends compte, disons, parce que je suis ici en train de parler de lui.
Hein, c'est l'histoire qui prouve que c'était un génie. J'aime pas dire un génie parce que c'est... Bon, aussi, on peut le dire quand même. Il y a des jours où on peut. Mais c'est quelqu'un qui a toujours suivi ses convictions et qui, par la force du travail, de beaucoup de labeur, il est arrivé à faire des films. Et je crois aussi, il avait peur de se faire oublier. Il avait, comme tout artiste, la peur de se faire oublier, alors il faisait ses films. Il était perfectionniste avec ses films. Ça, il savait ce qu'il laissait derrière lui. C'était pour l'éternité. Bien, écoutez, je voudrais que vous remerciez encore une fois M. Eugène. Et merci encore, vous restez, hein, bien sûr. Merci à vous de votre écoute et bonne projection. Merci Eugène, merci beaucoup.